Mon mari m'a envoyé un SMS depuis Vegas, je viens d'épouser ta sœur. Tu fais pitié, au fait. Je lui ai répondu, cool. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes bancaires, et changé les serrures de la maison. Le lendemain matin, la police était à ma porte. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. C'était un mardi. Je trouve étrange aujourd'hui, de toujours revenir à ce simple fait. Comme si le jour de la semaine pouvait, d'une manière ou d'une autre, contenir l'ampleur de ce qui s'est passé. Mais c'était un mardi d'octobre. Le genre de journée où un petit frisson s'installe après le coucher du soleil, vous rappelant que l'hiver est en route. J'étais recroquevillé sur le canapé, une douce couverture en chenille tirée sur mes genoux. Je regardais un animateur de fin de soirée faire des blagues sur la politique. La maison était silencieuse. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence paisible. Le silence confortable construit au fil de 15 années de vie commune avec mon mari, Gary. C'était le bourdonnement du réfrigérateur, le doux tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Le bruit de fond d'une vie que je croyais stable, prévisible. Une vie que je croyais mienne. Gary était parti pour sa conférence annuelle des ventes à Las Vegas. Il était directeur régional pour une entreprise de pièces industrielles, des roulements à billes. Un truc profondément inintéressant, je trouve, mais qui payait les factures. Je ne l'accompagnais jamais lors de ses voyages. Il disait toujours que c'était une corvée. Juste des séminaires interminables, des salles de conférences d'hôtels étouffantes, et des dîners forcés avec des collègues. Ça ne m'a jamais dérangé. Cela me donnait quelques jours de paix, de petites vacances loin de ma propre vie. J'avais tout le lit pour moi. Je regardais les émissions qu'il détestait. Et je mangeais des céréales pour le dîner si j'en avais envie. C'était notre routine. Une routine confortable et prévisible. Cet après-midi-là, je lui ai envoyé une photo des feuilles d'automne dans le jardin. Une explosion de rouge et d'or. J'espère que les séminaires ne sont pas trop ennuyeux, ai-je écrit. Il n'a jamais répondu. Je n'y ai pas prêté attention. Il était probablement en réunion, ou à ce fameux dîner steak dont il parlait toujours. Mon téléphone, posé face vers le bas sur le bout de canapé, a vibré contre le bois. Le son a été net dans la pièce silencieuse. Je me suis dit que c'était enfin lui, envoyant un texto pour me souhaiter bonne nuit. Je l'ai pris et j'ai souri, m'attendant à un simple « bonne nuit, chérie ». Il était 2h47 du matin. Son nom était sur l'écran, mais ce qui est apparu en dessous n'était pas un texte. C'était une photo. La qualité était mauvaise. Baigné dans la lueur rose électrique criarde de l'enseigne d'une chapelle de Vegas, Gary se tenait là. Ses bras enlaçaient possessivement une femme, vêtue d'une robe blanche courte et moulante en satin et dentelle, qui avait l'air de venir d'un magasin discount. Elle tenait en l'air un morceau de papier ou un certificat de mariage et affichait un sourire si large qu'il en paraissait douloureux. Gary souriait aussi. Un sourire suffisant et triomphant, que je n'avais pas vu sur son visage depuis sa dernière grosse promotion. La femme, c'était ma sœur. Ma petite sœur, Cheryl. Je crois que j'ai arrêté de respirer. Je me souviens d'avoir fixé son visage. Le même nez, les mêmes yeux que les miens. Je lui avais appris à mettre du mascara pour son premier bal de fin d'année. Je lui avais tenu la main quand elle s'était fait percer les oreilles. Je lui avais donné l'apport pour sa première voiture. Ma sœur. Puis, mes yeux ont balayé les mots en dessous de la photo. 5 phrases. 5 phrases qui étaient comme des pierres jetées une par une à travers la fenêtre de ma vie. Je viens d'épouser Cheryl. Je couche avec elle depuis 8 mois. Ta vie ennuyeuse et prévisible a rendu ça si facile. Profite de ton petit monde pathétique. Tu fais pitié, au fait. Les mots n'avaient aucun sens. Mon cerveau essayait de les rejeter, de les cataloguer comme une blague morbide, un canular. 8 mois. Mon esprit a fait un bond en arrière, un défilement frénétique de la dernière année. Les appels téléphoniques chuchotés qu'il avait pris dans l'autre pièce, prétextant un client difficile. Les heures supplémentaires soudaines au travail. La façon dont Cheryl avait été si distante dernièrement, si évasive. Tout était là. Une constellation de signaux d'alarme.
J'avais été trop aveugle, trop confiante pour le voir. L'air s'est épaissi. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, d'un son bas et persistant. La voix de l'animateur de télévision est devenue un gazouillis déformé et dénué de sens. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté le téléphone. Un calme glacial et étrange s'est répandu dans mes veines, gelant la panique et la douleur avant même qu'elles ne puissent commencer. C'était comme si la partie émotionnelle de mon cerveau s'était simplement éteinte, et qu'une partie différente, plus ancienne, plus reptilienne, avait pris le contrôle. La partie conçue pour la survie. J'ai baissé le téléphone et j'ai regardé autour du salon. Notre salon. Les photos sur la cheminée. Nous le jour de notre mariage. Nous en voyage au Grand Canyon. Nous avec mes parents à Noël. Tout ça n'était qu'un mensonge. Un musée soigneusement organisé d'une vie qui n'était pas réelle. Il s'attendait à une crise. Lui et Cheryl, ils étaient probablement blottis l'un contre l'autre dans une chambre d'hôtel de mauvais goût, attendant mon appel téléphonique hystérique et larmoyant. Ils voulaient m'entendre m'effondrer. Ils voulaient le drame, la satisfaction de ma douleur. J'ai repris le téléphone. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire, à toute la rage et la trahison que je pourrais déverser dans un message. Mais pourquoi? Pourquoi leur donner cette satisfaction? Ils ne méritaient pas mes mots. Ils ne méritaient pas ma colère. J'ai tapé un seul mot. 4 lettres qui semblaient plus froides et plus dures que l'acier. Cool. J'ai appuyé sur envoyer. Et à ce moment-là, Brenda Martin, l'épouse ennuyeuse et prévisible, est morte. Quelqu'un d'autre est né. Dès que j'ai cliqué sur envoyer, un interrupteur a basculé. Le monde, qui avait été flou et lointain, est devenu d'une netteté implacable. Le chagrin et le choc étaient toujours là, bien sûr. Mais je les ai entassés dans une petite boîte bien fermée, que j'ai repoussée dans un coin de mon esprit. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Maintenant, il était temps d'agir. Je suis entré dans mon petit bureau à domicile. Le centre de commandement de nos vies. Bien que Gary ne l'ait jamais vu ainsi. Il le considérait comme l'endroit où je faisais mes petits projets et payais les factures. Il n'avait aucune idée que c'était le lieu où résidait le véritable pouvoir. Des années auparavant, après qu'il a oublié de payer les impôts fonciers, et que nous avons failli perdre la maison, j'ai tout pris en main. Il avait investi une part de nos économies dans la start-up impossible à rater d'un ami. Une entreprise qui s'est finalement révélée être un échec retentissant. Après ça, j'ai été clair, je gère l'argent, en totalité. Il me l'a cédé avec un haussement d'épaule de soulagement, heureux d'être libéré de ce fardeau. Il pensait que c'était une corvée. Je savais que c'était du contrôle. Mes doigts étaient stables lorsque j'ai tapé sur la barre d'espace de mon ordinateur, le sortant de sa veille. L'écran a projeté une lueur bleue sur mon visage dans la pièce sombre. J'ai commencé une liste de contrôle mental, méthodique et précise. Tout d'abord, les cartes plastifiées. Gary avait un portefeuille rempli de cartes de crédit. Mais elles n'étaient toutes que des extensions de mes propres comptes. Je me suis connecté au portail American Express. Le mot de passe était une suite de caractères tirés de mon roman préféré. Quelque chose qu'il ne devinerait jamais. Et voilà, utilisateurs autorisés. Son nom et sa photo m'ont souri en retour. J'ai cliqué sur le petit bouton au supprimer. Une boîte de dialogue est apparue, cette action est immédiate et ne peut être annulée. Êtes-vous sûr, Un sourire sinistre a effleuré mes lèvres. Oui. J'ai cliqué. J'ai fait de même pour la carte Capital One, la carte Chase, et même la carte de grand magasin que nous n'utilisions que pour les achats de Noël. En moins de 5 minutes, le pouvoir d'achat de Gary a été réduit, à l'argent liquide qu'il avait en poche. Ensuite, la banque. Notre compte principal était dans une caisse d'épargne locale, un compte que j'avais ouvert à mon nom bien avant notre mariage. Son salaire y était versé par dépôt direct, et il avait une carte de débit qui y était rattachée. Je ne l'ai pas supprimé du compte, cela nécessiterait de la paperasse. Mais j'ai fait quelque chose de mieux. Je me suis connecté où le mot de passe était le nom de jeune fille de ma grand-mère. J'ai navigué jusqu'à la page transférer des fonds. J'ai sélectionné le compte courant. Pour la destination, j'ai choisi mon compte d'épargne à haut rendement dans une banque entièrement en ligne complètement différente. Un compte dont il ignorait l'existence, où je gardais mon fonds au cas où. J'ai saisi le montant,
laissant exactement 158,22 € sur le compte courant. Assez pour couvrir la facture de gaz qui était en prélèvement automatique le lendemain. Mais pas assez pour un billet d'avion ou une chambre d'hôtel luxueuse. Transfert terminé. Le téléphone portable était la prochaine étape. Notre forfait familial était à mon nom, bien sûr. Je suis allé sur le site web du fournisseur. J'aurais pu simplement annuler sa ligne, mais ça semblait trop propre. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'option pour signaler son téléphone comme volé. Quelques clics et son service a été suspendu. Pas d'appel, pas de données. Il était sur une île, et je venais de relever les ponts-levis. À 3h15 du matin, j'en avais fini avec la démolition numérique. Je me suis reculé dans mon siège, le silence de la maison m'oppressant. La boîte de douleur dans un coin de mon esprit s'agitait, mais je l'ai ignorée. Il y avait encore une chose à faire. La chose la plus importante. Je devais sécuriser le périmètre. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un serrurier ouvert 24h24. Le premier résultat était Liberty Locksmith. J'ai appelé. Une voix ensommeillée a répondu, Liberty Mike à l'appareil. Bonjour Mike, ai-je dit. Ma voix était aussi calme qu'un lac gelé. Je m'appelle Brenda Martin. J'ai une urgence, et j'ai besoin que toutes les serrures extérieures de ma maison soient changées immédiatement. Il y a eu un long silence. Madame, il est plus de 3 heures du matin. Y a-t-il une menace? Dois-je appeler la police? Pas de police nécessaire, merci, ai-je répondu. La menace a été neutralisée. Mais je dois m'assurer que ma maison est sécurisée. Porte d'entrée, porte de derrière, et la porte latérale du garage. C'est un appel d'urgence premium, madame. Ça fera 300 €. Je comprends, ai-je dit. J'aurai 400 € en espèces pour vous, si vous pouvez être à mon adresse dans les 30 prochaines minutes. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Je mets mes bottes en ce moment même, a-t-il dit. Envoyez-moi l'adresse par SMS. Pendant que j'attendais, j'ai accompli une dernière tâche cathartique. J'ai traversé la maison comme une tempête silencieuse, rassemblant ses affaires. Ses vêtements du placard, ses chaussures de l'étagère, son sac de sport malodorant de la buanderie. J'ai trouvé ses clubs de golf dans le garage, et sa collection de figurines Star Wars impeccables et non ouvertes dans le grenier. J'ai tout empilé dans l'entrée. Un monument dédié à un homme qui ne vivait plus ici. C'était étrangement satisfaisant. Ces objets, autrefois si familiers, ressemblaient maintenant à des ordures laissées par un étranger. À 4 heures précises du matin, une camionnette blanche s'est garée silencieusement dans l'allée. Mike était un homme grand et costaud, avec des yeux gentils et fatigués. Il a vu la montagne de vêtements et d'équipements pour hommes empilés près de la porte. Il a regardé mon visage calme et déterminé, et son expression s'est adoucie de compréhension. Il n'a posé aucune question. « Montrez-moi les serrures, madame », a-t-il simplement dit. Le bruit de sa perceuse électrique était une déclaration d'indépendance. VRRRT, clic. Un nouveau pen dormant. VRRRT, clic. Un nouvel ensemble de poignées. À 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, passant du noir à un violet meurtri, ma maison était une forteresse. J'ai tendu à Mike 400 € et un pourboire de 50 €. Merci, ai-je dit. Vous n'avez pas idée. Il a simplement hoché la tête. Restez en sécurité, madame. J'ai fermé ma nouvelle porte d'entrée massive, et le bruit sourd et satisfaisant du pen dormant glissant en place, a résonné dans le couloir. Ma maison était à nouveau mienne. Je suis monté à l'étage, je me suis déshabillé, je me suis glissé dans l'espace frais et vide de mon côté du lit. Et, je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. J'ai été réveillé en sursaut par un son, qui contourne les oreilles et va droit à la glande surrénale. Des coups forts et rythmés sur la porte d'entrée. Pas des coups de courtoisie, mais une sommation. J'ai ouvert grand les yeux. L'horloge sur la table de nuit indiquait 8h15. La lumière du soleil filtrait à travers les stores. Pendant une seconde de désorientation, j'ai cru que j'avais tout rêvé. Le texto, le serrurier, la fureur froide. Puis j'ai senti l'immense vide dans le lit à côté de moi. Et tout m'est revenu en un éclair. Les coups ont repris, plus fort cette fois. Je me suis glissé hors du lit, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je n'avais pas peur.
La peur avait été brûlée en moi aux alentours de 3 heures du matin. Ce que je ressentais, c'était un sentiment de sombre fatalité. J'ai enfilé ma robe de chambre en soie, j'ai serré fermement la ceinture, et je suis descendu. À travers le Judas, j'ai vu les uniformes. Ils étaient 2. Leur voiture de patrouille était garée sur le trottoir. Bien sûr, c'était sa prochaine manœuvre. Jouer la victime. Appeler les autorités. J'ai pris une grande et apaisante respiration, j'ai tourné le lourd peigne dormant inconnu, et j'ai ouvert la porte. « Bonjour, messieurs les agents » ai-je dit. Ma voix était claire et stable. Le plus âgé avait une épaisse moustache, et les yeux lasses d'un homme qui avait vu trop de disputes conjugales mal finir. « Êtes-vous Brenda Martin, madame ?» Je le suis. « Nous avons reçu un appel de votre mari, Gary Martin », a-t-il dit en consultant un petit carnet. « Il déclare que vous l'avez illégalement enfermé en dehors de sa résidence. Il formule également des allégations de vol de biens et d'accès à son salaire. » L'audace pure et absolue de la chose était à couper le souffle. J'ai gardé sur mon visage un masque parfait d'inquiétude polie. « Mon mari, Gary ?» ai-je demandé, l'air confuse. « Est-il ici ? J'aimerais lui parler. »« Il est en route depuis l'aéroport, madame. Il a dû appeler depuis une ligne fixe. Il a dit que son téléphone portable ne fonctionnait pas pour une raison quelconque. » L'agent m'a regardé, une lueur de suspicion dans les yeux. Il a l'air très agité. Il veut que nous nous assurions qu'il puisse entrer dans la maison. Il dit que sa clé ne fonctionne pas. « Oh, sa clé ne marche pas » ai-je dit en hochant la tête. J'ai fait changer les serrures pour des raisons de sécurité. J'ai laissé ça flotter en l'air un instant avant de continuer. « Messieurs les agents, il semble y avoir un malentendu fondamental ici. Tout d'abord, ce n'est pas sa résidence. C'est la mienne. Je suis la seule titulaire sur l'acte de propriété. La maison a été achetée grâce à l'héritage de ma grand-mère, 2 années entières avant que je n'épouse Monsieur Martin. » Le jeune policier a changé de pied, me regardant puis regardant son partenaire. Il pensait clairement qu'il s'agissait juste d'un autre cas désordonné de il a dit, elle a dit. Et deuxièmement, ai-je ajouté en reprenant mon téléphone sur la table du hall où je l'avais laissé. Bien que j'apprécie son inquiétude, Monsieur Martin n'est plus mon mari. L'officier le plus âgé a froncé les sourcils. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est à un tribunal d'en décider. Vous ne pouvez pas simplement déclarer qu'un mariage est terminé. En temps normal, vous auriez raison, ai-je reconnu. Mais Gary a tendance à précipiter les choses. Vous voyez, il s'est marié hier à quelqu'un d'autre. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers eux. J'avais la photo et le SMS prêts. Je les ai regardés se pencher pour lire. J'ai vu l'instant exact où l'histoire a pris tout son sens pour eux. Les yeux du jeune flic se sont écarquillés, et il a rapidement détourné le regard pour réprimer un sourire. Le flic plus âgé, cependant, est resté fixé sur l'écran. Il a lu le texto 2 fois. Il a regardé les visages souriants de Gary et de ma sœur. Ensuite, il a levé les yeux et m'a vraiment regardé pour la première fois. La suspicion avait disparu, remplacée par une sorte de respect lassé et étonné. Il a laissé échapper un sifflement bas. « Est-ce que c'est ma sœur ? » Oui, ai-je terminé pour lui. Il a secoué la tête, ramenant son regard sur le téléphone. Eh bien, ça alors. Comme sur commande, sa radio a grésillé. Unité 7, quel est le statut à la résidence Martin ? Le plaignant est à nouveau en ligne, demandant pourquoi nous n'avons pas forcé la porte. L'officier le plus âgé n'a pas détaché ses yeux de moi en portant la radio à sa bouche. Centrale, restez en attente. Il m'a regardé. Madame, au sujet de ces affaires. Elles sont emballées et prêtes à partir, ai-je dit. Empilées proprement dans l'entrée. Je n'ai pas touché à la moindre chose qui ne lui appartienne pas exclusivement. Il a hoché la tête, puis a activé la radio. Centrale, informez le plaignant qu'il s'agit d'une affaire civile et que nous ne forcerons pas l'entrée. La résidence est la propriété exclusive de Madame Martin. Il a fait une pause, et j'ai pu voir l'ombre d'un sourire sous sa moustache. Vous pouvez également l'informer que Madame Martin a présenté des preuves qu'il a commis le crime de bigamie dans le comté de Clark, au Nevada, il y a environ 6 heures. Nous pouvons demander à un détective de le retrouver à l'aéroport, s'il souhaite déposer une plainte officielle. La réponse de la radio ne venait pas du répartiteur.
C'était un hurlement brut et sans filtre de pure rage. C'était Gary, clairement sur haut-parleur au centre de répartition. Il hurlait mon nom. Il hurlait à propos de ses droits, de son avocat, de son argent. C'était le son d'un homme dont le monde, autrefois parfaitement construit, venait d'être anéanti. Le jeune flic s'est mordu la lèvre, ses épaules secouées par un rire silencieux. Le plus âgé a calmement réactivé la radio. « Monsieur, vous devez vous calmer et contacter un avocat. Nous quittons les lieux. » Il s'est tourné vers moi. « J'ai l'impression que vous allez entendre parler de son avocat, madame. » « J'y compte bien, ai-je répondu. J'ai déjà engagé le mien. » Ils m'ont souhaité une bonne journée, et sont retournés à leur voiture. J'ai fermé la porte. J'ai fait glisser le lourd verrou en place, et j'ai appuyé mon front contre le bois frais. Le premier round était terminé, et j'avais gagné. J'ai passé le reste de la matinée au téléphone avec Margaret, mon avocate spécialisée dans les divorces. Sa voix était comme du gravier et de la soie. Une combinaison de dureté et de douceur qui était immensément rassurante. J'ai expliqué la situation, du SMS de 2h47 du matin jusqu'à la visite de la police. Quand je lui ai parlé de la bigamie, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Brenda, a-t-elle fini par dire, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Certains clients m'apportent des désastres. Vous m'avez apporté un cadeau. Victoire assurée. Elle m'a dit de ne pas entrer en contact avec lui ou avec ma sœur, et de tout documenter. L'adrénaline de la matinée était retombée, me laissant avec une sensation de vide et de tremblement. Je me suis préparé une tasse de thé et me suis assise à la table de la cuisine, fixant le jardin. Les magnifiques feuilles rouges et dorées que j'avais mentionnées dans mon SMS de la veille semblaient se moquer de moi. J'ai ressenti une vague de chagrin si profonde qu'elle m'a presque fait flancher. C'était ma vie, ma famille, ma sœur. Comment cela avait-il pu arriver? J'étais si perdu dans mes pensées, que je n'ai pas entendu la voiture avant qu'elle ne soit déjà dans l'allée. J'ai levé les yeux, et mon sang n'a fait qu'un tour. C'était la Buick beige de ma mère, toujours raisonnable. Et puis, les portes se sont ouvertes. 1, 2, 3, 4. Gary a émergé du côté passager, le visage bouffi et rouge de colère. Cheryl s'est glissée hors de l'arrière, ayant l'air petite et pâle. Elle serrait son gilet autour d'elle, comme si elle avait froid. Mon autre sœur, Janet, s'est levée derrière Cheryl, les bras croisés, affichant un regard de désapprobation familière. Et enfin, ma mère, Eleanor, est sortie de la place du conducteur, son sac à main serré dans sa main comme une arme. Ce n'était pas une visite. C'était un assaut planifié et coordonné. Une intervention où j'étais celle qu'il fallait remettre dans le droit chemin. Ils ont marché vers la porte d'entrée, unis par la trahison et l'illusion. La sonnette a retenti. Un carillon strident et exigeant. Je n'ai pas bougé. Elle a sonné de nouveau, puis les coups ont commencé. Brenda, je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte tout de suite. C'était la voix de ma mère. Celle qui pouvait encore me faire sentir comme une enfant désobéissante. Je me suis approché de la porte. J'ai glissé la chaîne de sécurité avant de l'entrouvrir de quelques centimètres. Tous les quatre se tenaient là. Un portrait de droiture mal placé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. Gary a essayé de pousser la porte pour l'ouvrir, mais la chaîne a tenu bon. « Ce que je veux ? Je veux entrer dans ma maison. Je veux que mes cartes soient réactivées. »« C'est quoi ton problème ? » ?»« Il n'y a rien qui cloche chez moi, Gary, ai-je répondu. Ma voix était dangereusement calme. J'ai regardé par-dessus son épaule, vers les trois femmes qui étaient censées être ma famille. « Maman, Janet, qu'est-ce que vous faites ici ? » « Nous sommes ici pour te faire entendre raison, a dit ma mère d'un ton sec. Tu fais un scandale. Tu fais honte à cette famille. Quelle que soit la dispute que vous avez eue, Gary et toi, vous devez la régler comme des adultes. Maintenant, enlève cette chaîne et laisse entrer ton mari et ta sœur. La cruauté désinvolte de ces mots, ton mari et ta sœur, a été comme un coup physique. J'ai senti la dernière once d'espoir se flétrir et mourir en moi. Cette petite partie stupide de moi qui pensait que ma mère prendrait mon parti. Il n'est pas mon mari, ai-je dit entre mes dents serrées. Et elle n'est pas ma sœur. Plus maintenant. Janet a ricané. Oh, c'est parti. Sainte Brenda la martyre. Tu as toujours été si théâtrale.
tu l'as probablement poussé à bout, avec tes critiques constantes et tes feuilles de calcul pour tout. Ça devait être étouffant. Ça, c'était Janet. Toujours jalouse, toujours prête avec une remarque cinglante déguisée en honnêteté brutale. Je l'ai ignorée. J'ai regardé Gary. Tu as 1 heure pour retirer tes affaires de ma propriété. Elles sont dans l'entrée. Passé ce délai, je les ferai jeter. Puis, j'ai regardé Cheryl. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle refusait de croiser mon regard. J'espère que tu es heureuse, lui ai-je dit, les mots ayant le goût de la cendre dans ma bouche. J'espère que tout cela en valait la peine. Brenda, ça suffit, a claqué ma mère. Non, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Ce n'est pas assez. Vous voulez parler de honte? C'est ça, la honte. Être sur mon porche à défendre un tricheur et un bigame. Vous devriez toutes avoir honte de vous-même. J'ai planté mon regard sur Gary et Cheryl. J'ai eu un appel matinal très productif avec ma nouvelle avocate. Margaret. Elle a été très intéressée d'apprendre que vous travaillez tous les deux pour la même société mère. Elle a dit que les services de ressources humaines des entreprises prennent les violations de leur politique de fraternisation et d'éthique très au sérieux. Surtout quand cela implique un scandale public. Un simple email avec une photo en pièce jointe suffit. Pensez-y pendant que vous chargez vos cartons. L'effet a été instantané. Gary a blêmi. Cheryl a laissé échapper un sanglot étranglé. Même ma mère et Janet ont semblé momentanément abasourdies. J'avais frappé là où ça faisait mal. Leur carrière, leur image publique. Sans un mot de plus, j'ai claqué la lourde porte. Je me suis appuyé contre elle, mon corps tremblant, alors que les bruits étouffés de disputes et de pleurs filtraient à travers le bois. J'ai écouté alors qu'il chargeait maladroitement ses affaires dans le coffre de la Buick, se rendant vite compte que tout ne rentrerait pas. J'ai entendu les appels téléphoniques frénétiques et humiliants, alors qu'ils essayaient de louer une remorque U-Haul. Leurs cartes de crédit étaient refusées une par une. Finalement, j'ai entendu la voix lasse et vaincue de ma mère donner son propre numéro de carte de crédit au téléphone. Quand le bruit du moteur de la Buick s'est enfin évanoui dans la rue, le silence qui est revenu était différent. Ce n'était plus un silence vide. C'était mon silence. J'avais défendu ma forteresse, mais j'étais totalement et complètement seul. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard gris. La maison, ma forteresse, commençait à ressembler à une prison. Le silence pour lequel je m'étais battu me paraissait maintenant oppressant, amplifiant les échos de mon ancienne vie. Je trouvais une chaussette perdue de Gary sous le canapé, et le chagrin me frappait comme une force physique. Me coupant le souffle. Je voyais au supermarché une marque de céréales que Cheryl adorait. Je devais abandonner mon chariot et m'enfuir vers ma voiture. La boîte de douleur dans mon esprit avait éclaté, et je m'y noyais. J'ai arrêté de répondre au téléphone. J'ai laissé le courrier s'empiler sur la table de l'entrée, sans l'ouvrir. Je me nourrissais de café et de pain grillé, l'effort de préparer un vrai repas me paraissant monumental. Je m'asseyais sur le canapé pendant des heures. La télévision allumait mes en sourdine, regardant juste les images défiler sur l'écran. J'étais en état de choc, traversant le monde comme un fantôme dans ma propre maison. Mon amie Carole laissait des messages vocaux inquiets. Brenda, chérie, appelle-moi. Je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu vas bien. Je n'arrivais pas à trouver la force de la rappeler. Comment pourrais-je même commencer à expliquer? Et puis, alors que j'étais à la dérive dans mon propre enfer privé, ils ont lancé leur assaut public. Cela a commencé, comme le font la plupart des trahisons modernes, sur Facebook. Cheryl a posté en premier. C'était un long discours décousu, plein de mots à la mode de thérapie comme ma vérité et authenticité. Elle a écrit sur le fait de se sentir invisible dans notre famille, toujours dans mon ombre. Elle a dressé le portrait de Gary comme de son âme sœur inattendue, un homme qui avait également été étouffé et incompris. Elle a conclu par un paragraphe larmoyant, sur la façon dont elle espérait qu'un jour, sa grande sœur contrôlante et rancunière, trouverait dans son cœur la capacité d'être heureuse pour eux. C'était un chef-d'œuvre de victimisation passive-agressive. Le post de Gary a suivi quelques heures plus tard. Il a choisi une photo en noir et blanc de lui-même, regardant pensivement par une fenêtre, comme une sorte de poète torturé. Il a écrit sur le désespoir silencieux de son mariage avec moi.
Une vie de feuilles de calcul interminables et de vide émotionnel. Il a affirmé qu'il avait été victime de violences financières. Que chacun de ses centimes avait été scruté. Et qu'il avait enfin trouvé le courage de se libérer et de choisir la joie. Ma mère et Janet étaient leurs fidèles soldats de l'ombre. Elles ont partagé les deux postes avec des légendes débordantes. Tellement fière de ma courageuse fille qui a suivi son cœur, a écrit ma mère. C'est à cela que ressemble le vrai courage, a commenté Janet sous le poste de Gary. Le récit a pris racine comme un virus. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années, ont commencé à m'envoyer des messages dégoulinants de pitié. Brenda, je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal pour vous deux. Une tante a commenté sur le partage de ma mère, la famille et tout. J'espère que vous pourrez tous guérir. Ils m'ont publiquement jugé, condamné au tribunal des médias sociaux, et j'étais trop paralysé par le chagrin pour même préparer une défense. C'est à ce moment-là que Roger a appelé. Roger, mon vieil ami de l'université. Le génie discret qui travaillait dans la cybersécurité. Il n'a pas envoyé de texto d'abord. Il a juste appelé. Et quand j'ai vu son nom, quelque chose m'a poussé à répondre. Brenda, a-t-il dit, sa voix calme et directe. J'ai vu le cirque sur Facebook. Est-ce que tu vas bien? Non, ai-je chuchoté. C'était le premier mot honnête que j'avais prononcé à qui que ce soit depuis des jours. Bien, a-t-il dit. Ce qui m'a surprise. Ça veut dire que tu es saine d'esprit. Maintenant, écoute-moi. N'interagis pas avec eux en ligne. Ne publie pas un seul mot. Mais nous ne laisserons pas passer ça. C'est de la diffamation, et nous allons la combattre avec des faits. Comment, Roger? Ma voix s'est brisée. C'est un tissu de mensonges. C'est leur parole contre la mienne. Non, ce ne l'est pas, a-t-il affirmé fermement. C'est leur parole contre la leur. Ces gens, ils sont arrogants. Ils pensent être plus intelligents que tout le monde. Ça les rend négligents. Ont-ils déjà utilisé Facebook Messenger pour communiquer? Le souvenir a refait surface à travers le brouillard. Oui. Ils l'utilisaient constamment, pensant que c'était leur canal privé. Tout le temps, ai-je répondu. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, a dit Roger. Je vais t'envoyer un email. Suis les instructions à la lettre. Ne pose pas de questions. Fais-le, tout simplement. 1 heure plus tard, un email avec pour objet votre archive est apparu. Il contenait un lien et une série d'instructions simples pour télécharger mes propres données Facebook, y compris un historique complet de mes messages. J'ai suivi ces étapes, et quelques minutes plus tard, un autre email est arrivé, avec un gros fichier zip en pièces jointes. Je l'ai ouvert. C'était une archive consultable de tout mon historique Facebook. En suivant la série d'instructions suivantes de Roger, j'ai ouvert le dossier des messages. Et c'était là. Tout. Des années de conversation. J'ai cherché Cheryl. Pendant les 3 heures qui ont suivi, je me suis assise là, et j'ai lu. C'était comme traverser volontairement mon propre film d'horreur personnel. J'ai vu leur liaison se dérouler en temps réel. Le flirt initial. Le premier rendez-vous secret pour le déjeuner. Les mensonges qu'ils ont concoctés pour couvrir leurs traces. La façon dont ils se moquaient de moi. Ils se sont moqués du cadeau d'anniversaire que j'avais minutieusement choisi pour lui. Ils ont ri d'une fois où j'avais trébuché sur le trottoir. Ils m'ont appelé la directrice de prison. Et puis, j'ai trouvé la preuve irréfutable. Le message de Cheryl qui mettait à nu toute la conspiration pourrie. Il est tellement naïf. Je siphonne l'argent de leur compte joint depuis des mois. Je lui dis juste que c'est pour les courses ou des trucs pour la maison. J'ai presque assez pour notre mariage de rêve. J'ai hâte de voir la tête de Brenda quand elle réalisera que je l'ai plumée. Le compte joint. Le compte de la maison. Celui qui était alimenté entièrement par mon salaire et mon héritage. J'ai ressenti une vague de rage d'une chaleur aveuglante, qui a brûlé le brouillard du chagrin. Je me suis immédiatement connecté sur le site web de ma banque, et j'ai téléchargé les 18 derniers mois de relevés pour ce compte. Je les ai passés en revue ligne par ligne. Avec un surligneur, j'ai marqué chaque retrait d'espèces, chaque achat douteux. Le total s'élevait à plus de 10 000 €. Je n'ai pas écrit de démenti. Je n'ai pas essayé de raconter ma version des faits. Je les ai laissés la raconter pour moi. J'ai fait des captures d'écran,
des dizaines. Les messages les plus accablants, les relevés bancaires surlignés. J'ai créé un nouvel album photo sur ma page Facebook, et je l'ai intitulé La Vérité. J'ai mis en ligne chaque capture d'écran, l'une après l'autre, et puis j'ai rendu l'album public. Mon seul commentaire était une citation de l'un de leurs propres messages, je suppose que son visage n'était pas le seul à avoir l'air stupide. J'ai éteint mon ordinateur, je suis allé dans la cuisine et je me suis versé mon premier verre de vin depuis une semaine. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir, et n'a pas arrêté du reste de la nuit. La guerre était terminée. Lorsqu'un animal acculé est sur le point d'abandonner, il a souvent un dernier sursaut d'énergie frénétique et violent. C'est une ultime lutte désespérée pour la survie. C'est la meilleure façon dont je puisse décrire ce que Gary et Cheryl ont fait ensuite. Leur image soigneusement élaborée d'âmes sœurs tragiques avait été brisée par leurs propres mots. Et, leur humiliation les a précipités dans une spirale d'actes de représailles de plus en plus bizarres et pathétiques. Le premier mouvement a été une tentative de déstabilisation de ma carrière. Gary, sachant qu'il ne pouvait pas m'intimider, a convaincu son père de faire le sale travail à sa place. Son père, un homme qui s'était toujours présenté comme un pilier de la communauté, a appelé mon patron, Monsieur Henderson. Je l'ai appris plus tard, parce que Monsieur Henderson m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Il a fermé la porte, s'est assis derrière son grand bureau en chêne, et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Mon cœur a chaviré. J'ai pensé, ça y est. Ils ont réussi à gâcher ça pour moi, aussi. Brenda, a-t-il dit d'une voix grave. J'ai reçu un appel hier d'un monsieur nommé Frank Martin. Le père de Gary, je présume. J'ai hoché la tête, la bouche sèche. Il m'a raconté une histoire très inquiétante, a poursuivi monsieur Henderson. Il a dit que vous étiez émotionnellement instable, que vous étiez engagé dans une campagne de harcèlement contre sa famille. Et, qu'il était profondément inquiet que vos problèmes personnels n'affectent votre jugement professionnel. Il a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Il a suggéré que, pour le bien de l'entreprise, je devrais envisager de vous mettre en congé prolongé. Je l'ai regardé, bouche bée, sans voix. Monsieur Henderson s'est penché en avant. Alors je lui ai dit, que j'avais eu le privilège de travailler avec vous pendant 12 ans. Et que pendant tout ce temps, vous aviez été la personne la plus compétente, fiable et professionnelle de mon équipe. Je lui ai dit que votre vie personnelle était précisément cela. Personnelle. Et que s'il rappelait un jour mon bureau avec des accusations aussi calomnieuses, je ferais en sorte que l'avocat de l'entreprise le contacte directement. Puis j'ai raccroché. Une vague de soulagement si intense qu'elle m'a donné le vertige, m'a envahi. Merci, monsieur Henderson, ai-je chuchoté. Il a simplement hoché la tête. Ne me remerciez pas, continuez simplement à faire du bon travail. Et Brenda, prenez quelques jours de congé personnel si vous en avez besoin, c'est pour moi. Leur manœuvre suivante a été encore plus effrontée. Vers 3 heures du matin, un mercredi, mon téléphone s'est illuminé avec une notification de mon nouveau système de caméra de sécurité, mouvement détecté à la fenêtre avant. Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, et j'ai regardé le flux en direct sur mon téléphone. L'image infrarouge granuleuse montrait Cheryl. Ses cheveux en bataille. Elle essayait de forcer l'ouverture de la fenêtre de mon salon, avec une truelle rouillée de mon abri de jardin. Gary se tenait derrière elle, caché dans l'ombre du porche. Il lui faisait frénétiquement signe de se taire. Elle était ivre, en pleurs, et marmonnait qu'elle avait besoin de récupérer les perles de sa grand-mère. Les mêmes perles que notre grand-mère, toujours vivante et en bonne santé, portait encore. J'ai appuyé sur le bouton de panique de l'application de sécurité. Cela a fait retentir une sirène, et clignoter les lumières extérieures. Ils ont décampé de ma pelouse comme des ratons laveurs terrifiés, juste au moment où une voiture de police tournait au coin de la rue. Ils n'ont pas été arrêtés. Mais le rapport de police pour tentative de violation de domicile a été une autre belle pièce à conviction pour mon avocate. Après cela, ce ne fut plus qu'une série d'actes mesquins et pathétiques. Gary a raconté à une connaissance commune que j'avais un problème secret de jeu. Cheryl a raconté à ma cousine que j'avais tué son hamster d'enfance. Tout ça, c'était du bruit. Le bourdonnement désespéré de 2 guêpes piégées dans un bocal. Mais le summum absolu de leur droit illusoire, est venu de Dolores, la mère de Gary. Elle m'a appelé un après-midi. Sa voix était un mélange mielleux de fausse inquiétude et de condescendance. Brenda,
ma chérie, a-t-elle commencé. J'ai réfléchi à toute cette terrible situation. C'est juste une tragédie. Une tragédie totale. C'est le cas, ai-je acquiescé, en attendant. Et je sais que tu es blessé, a-t-elle poursuivi. Mais le mariage est un vœu sacré. Il s'agit de pardon. Il s'agit d'être la plus grande personne quand ton partenaire fait une erreur. Gary sait qu'il a fait une erreur. Une erreur bête de garçon, mais une erreur quand même. Je suis restée silencieuse, la laissant tisser sa toile. Il subit tellement de pression. Ma chérie. Cette nouvelle promotion a apporté tant de responsabilités. Et un salaire plus élevé signifie des attentes plus élevées. Le stress d'un vilain divorce en ce moment. Cela pourrait être dévastateur pour sa carrière. Il pourrait perdre tout ce pour quoi il a travaillé. Et cette pauvre fille. Cheryl, elle n'a rien. Elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Il ne peut pas se permettre une nouvelle femme en ce moment. L'audace était stupéfiante. Elle me présentait un argumentaire financier et logistique, pour que je reprenne mon mari infidèle. Dolores, ai-je finalement dit. Ma voix était dangereusement calme. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Vous me demandez de reprendre mon mari. Qui m'a trompé avec ma sœur, l'a épousé, puis a essayé de me détruire publiquement. Tout ça parce que ce serait financièrement gênant pour lui, d'assumer les conséquences de ses actes. Il y a eu un souffle d'indignation à l'autre bout du fil. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être aussi grossière. Quand tu présentes les choses comme ça, tu as juste l'air égoïste et amer. Je pensais que tu étais une meilleure chrétienne que ça, Brenda. C'en était trop. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Merci pour votre sollicitude, Dolores, ai-je dit. Ma voix dégoulinait de glace. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro. Le numéro de ma mère, et le numéro de Janet. J'en avais fini avec eux tous. L'explosion d'extinction était passée. Tout ce qui restait, c'était d'abréger les souffrances de l'animal. Le jour de la première audience officielle était gris et nuageux. Un miroir parfait de mon humeur. Je n'étais plus triste ni en colère. J'étais juste lasse. J'étais fatigué de me battre, fatigué du drame, et je voulais juste que ce soit terminé. J'ai gravi les marches de marbre du palais de justice du comté. Mes talons raisonnables claquaient avec une détermination, que je ne ressentais pas entièrement. Mon avocate, Margaret, m'attendait à l'intérieur. Une présence chic et rassurante dans un tailleur parfaitement ajusté. Elle a serré mon bras. Respire profondément, Brenda. Ce n'est qu'une audience préliminaire. Mais nous pouvons accomplir beaucoup de choses aujourd'hui. Laisse-les se ridiculiser. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Et ils étaient là, Gary et Cheryl, assis côte à côte à la table opposée avec leur avocat. Ils avaient l'air épouvantables. L'arrogance provocante avait disparu, remplacée par une anxiété blafarde de gens privés de sommeil. Le costume de Gary était mal taillé, et Cheryl était vêtue d'un gilet beige terne. Elle avait l'air d'essayer de se fondre dans le décor. Ils refusaient de me regarder. Leur avocat, un homme aux cheveux gominés en arrière et au sourire trop confiant, a commencé. Il s'est lancé dans un discours sur la sainteté du mariage et la tragédie de sa dissolution. Il a dépeint Gary comme un homme bon. Un homme qui avait souffert d'un épisode dépressif sévère et non diagnostiqué. Ce qui l'avait conduit à une erreur de jugement temporaire. Il a décrit Cheryl comme une femme profondément empathique. Une femme qui avait simplement essayé d'offrir du réconfort à un homme qui souffrait. Et leur relation s'était inopinément épanouie à partir d'un lieu de soutien mutuel. Il a réellement utilisé l'expression « une erreur tragique et magnifique ». J'ai cru que Margaret allait éclater de rire. La juge, une femme redoutable nommée juge Alani, avec des yeux vifs et intelligents, est restée impassible. Quand ce fut le tour de Margaret, elle a marché vers le pupitre. Non pas avec un discours, mais avec un épais classeur à 3 anneaux. « Votre honneur » a-t-elle dit. Sa voix fendant l'air étouffant de la salle d'audience. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour psychanalyser la crise de la quarantaine de Monsieur Martin. Nous sommes ici parce que Monsieur Martin, tout en étant légalement marié à ma cliente, a contracté un deuxième mariage frauduleux avec la sœur de ma cliente. Ce n'était pas une erreur de jugement.
C'était le point culminant d'une liaison calculée de 18 mois. Laquelle a également impliqué le vol systématique de plus de 10 000 € à ma cliente. Elle a ouvert le classeur. Je soumets comme preuve une transcription complète et non éditée de leurs communications électroniques. Elle détaille la liaison, la tromperie financière et leur intention malveillante. J'aimerais attirer l'attention de la Cour sur la page 47. L'avocat Gominet s'est levé d'un bond. Objection. Les messages privés de mon client ne sont pas admissibles. Ils ont été envoyés sur un forfait familial de données partagées, appartenant à ma cliente, et payé par elle. Margaret a riposté sans hésiter. Il n'y a aucune attente légale de vie privée. De plus, ils sont directement pertinents pour les réclamations financières et les motifs de divorce. Objection rejetée, a dit la juge. Une lueur d'intérêt dans les yeux. Poursuivez, maître. Margaret a baissé les yeux sur la page. Le 12 mai, Monsieur Martin a écrit à Mademoiselle Evans, Brenda est tellement absorbée par ses feuilles de calcul de budget, qu'elle n'a rien remarqué. C'est comme voler des bonbons à un bébé. Le 3 juin, Mademoiselle Evans a écrit. Ne t'inquiète pas qu'elle le découvre. Elle est trop ennuyeuse et prévisible pour se douter de quoi que ce soit. Elle a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Puis elle a porté le coup final. Et enfin, votre honneur, à la page 62. Un message de Monsieur Martin à Mademoiselle Evans concernant leur plan post-Vegas, j'ai hâte de voir la tête de Brenda quand elle réalisera que je l'ai plumée. Un hoquet collectif a parcouru la petite salle. La juge a lentement enlevé ses lunettes de lecture, s'est penchée en avant, et a cloué Gary d'un regard glacial. Monsieur Martin, a-t-elle dit. Sa voix était dangereusement calme. Est-ce une citation exacte? Gary ressemblait à un poisson hors de l'eau. Sa bouche s'ouvrant et se fermant. C'était une blague, a-t-il croassé. Sorti de son contexte. Une blague? La voix du juge Alani était chargée d'incrédulité. Monsieur Martin, j'ai présidé des centaines d'affaires de divorce. J'ai vu de la colère, de la tristesse et de la trahison. Mais j'ai rarement vu une cruauté aussi préméditée et documentée. Je vous en prie. Éclairez la cour. Dans quel contexte est-ce drôle de planifier de voler votre femme et de vous délecter de sa douleur? Gary s'est flétri sous son regard. Il s'est affaissé sur sa chaise, tout l'air expulsé de ses poumons. Cheryl a éclaté en sanglots. Leur avocat n'a fait que fixer son bloc-notes juridique, comme s'il contenait les secrets de l'univers. La juge a regardé d'eux à Margaret. Maître, a-t-elle dit. Je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour rendre une décision préliminaire, sur la pension alimentaire et l'utilisation exclusive du domicile conjugal. Lequel, je vois d'après cet acte, n'est en fait pas du tout une propriété conjugale. Elle a souri. Un sourire fin, aiguisé et terrifiant. Cela ne devrait pas prendre longtemps. La décision finale, rendue quelques semaines après cette première audience, a été une exécution rapide et brutale des espoirs de Gary et Cheryl. La juge a tenu parole. Elle n'a pas pris de temps. Le divorce a été accordé, avec effet immédiat. Les motifs invoqués étaient l'adultère et la fraude. La juge a tenu à souligner les preuves écrasantes, et sans ambiguïté d'intention malveillante. Ensuite, elle est passée au bien. C'était magnifiquement simple. J'ai obtenu la maison, libre de toute dette, puisqu'il s'agissait de mon bien prénuptial. J'ai obtenu 100% de mes propres comptes de retraite et de mon épargne. Y compris le fonds au cas où, dont il ignorait l'existence. On m'a attribué la voiture que je conduisais. Gary a obtenu ses effets personnels, qui à ce stade coûtaient une petite fortune à sa mère en frais de location de box de stockage. On lui a attribué le SUV en location qu'il conduisait, ainsi que les 2 années restantes de paiement à effectuer. Et puis, le juge Alani a livré la pièce de résistance. En ce qui concerne la pension alimentaire, a-t-elle annoncé, en regardant directement Gary. Le tribunal reconnaît que Madame Martin a été la principale pourvoyeuse de fonds pendant la durée du mariage. Les preuves montrent qu'elle a entièrement soutenu Monsieur Martin lors de son récent programme de certification pour cadres. Un programme qui a directement abouti à sa promotion substantielle. Et à son augmentation de salaire. Elle a fait une pause pour ménager ses effets. Par conséquent, le tribunal ordonne à Monsieur Martin de verser une pension alimentaire de réadaptation à Madame Martin, pour compenser les dommages financiers et émotionnels subis.
Le montant sera de 500 € par mois pendant une période d'1 an. Un bruit étranglé est sorti de la gorge de Gary. Son avocat a posé une main sur son bras pour le maintenir sur son siège. L'idée que lui, la prétendue victime, doive m'envoyer un chèque tous les mois, dépassait ce que son ego fragile pouvait supporter. Le regard de fureur pure et impuissante sur son visage a été plus satisfaisant qu'aucun règlement financier ne pourrait jamais l'être. Mais le vrai spectacle a commencé après avoir quitté la salle d'audience. L'air à l'extérieur était lourd de rage inexprimée. Ma mère, Janet et Dolores étaient toutes là. Elles rôdaient près des marches du palais de justice, telles des vautours attendant une carcasse. Elles étaient venues pour leur propre affrontement final. Ma mère, Eleanor, m'a atteint en premier. Son visage était un masque de rides tendues et colériques. « Comment as-tu pu faire ça, Brenda » a-t-elle sifflé, la voix assez forte pour que les passants se retournent. « Tu as laissé ta propre sœur sans rien. Tu es une femme froide et vindicative. Je t'ai mieux élevée que ça. » Soudain, Dolores s'est interposée entre nous, le visage rouge de sa propre fureur maternelle. « C'est mon fils qui n'a rien » a-t-elle hurlé sur ma mère. « Ta salope de fille l'a appâté. Et maintenant c'est lui qui paie le prix. C'est une briseuse de ménage. Gary est un adulte, qui fait ses propres choix, a hurlé ma mère en retour. Elle avait complètement oublié qu'un instant auparavant, elle me rejetait toute la faute. C'était une implosion spectaculaire. Janet est intervenue, traitant Dolores de vieille chauve-souris délirante. Dolores a traité Janet de mégère jalouse. Janet a essayé de jeter sa bouteille d'eau à moitié vide sur Dolores, mais elle a très mal visé. La bouteille a heurté ma mère, éclaboussant ses cheveux parfaitement coiffés. Ma mère a poussé un cri d'indignation et a bousculé Janet. Janet a trébuché en arrière et est tombée sur Cheryl. C'était une véritable crise de nerfs à 4 femmes, sur un trottoir public. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Les téléphones sortaient des poches. 2 vigiles costauds ont commencé à s'approcher d'elle. Tout au long de cette scène chaotique, j'ai réalisé que Gary était introuvable. Il s'était volatilisé. Dolores s'en est rendu compte au même moment. Elle a arrêté de hurler sur ma mère, et a regardé frénétiquement autour d'elle. Où est-il? Gary, où mon fils est-il passé? Puis, d'une voix pleine de venin pur, elle a hurlé sur Cheryl, qui sanglotait à proximité. Il s'est probablement enfui avec cette petite barmaid, Tiffany. C'est à elle qu'il a écrit des textos toute la matinée. Une traînée de 22 ans qu'il a rencontrée au casino. Il t'a quitté aussi, pauvre idiote. Ce fut le coup de grâce pour Cheryl. Le fondement de toute son illusion selon laquelle elle était le grand amour de la vie de Gary s'est effondré à cet instant. Elle s'est affaissée sur le trottoir, un tas informe de gilet beige et de rêves brisés. Et elle s'est mise à gémir. C'était un son brut, laid, primitif. Un son de désespoir absolu. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle sangloté encore et encore. Il me l'avait promis. Janet, l'espace d'une seconde fugace, a fait preuve d'un soupçon de devoir fraternel. Elle s'est penchée. C'est bon, Cheryl, a-t-elle dit maladroitement. Tu peux venir vivre chez moi. Cheryl a levé les yeux, le visage maculé de larmes et de mascara. Je ne peux pas vivre chez toi, a-t-elle gémi. Ton appartement sent les chats et la tristesse. C'était la fin. L'insulte de trop. Janet s'est redressée. Son visage s'est durci pour devenir un masque de dégoût. Et elle est partie sans un regard en arrière. Je me tenais là, à quelques mètres, avec Margaret à mes côtés. Elle s'est contentée de regarder la scène, puis m'a regardé, et a secoué la tête. Et après ça, on dit que ce sont les avocats qui sont dramatiques, a-t-elle murmuré. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. J'avais l'impression de venir de regarder la scène finale, pathétique et chaotique, d'un film dont je ne faisais plus partie. Regarder ma famille exploser sur les marches du palais de justice a été une étrange expérience extracorporelle. C'était comme assister à la scène finale d'une très mauvaise pièce de théâtre. Le rideau était tombé. Les acteurs étaient en lambeaux. Et je sortais déjà du théâtre, clignant des yeux face à la lumière vive et pure du soleil. À cet instant, en les regardant hurler et pleurer, je n'ai ressenti ni une once de haine, ni un sentiment de triomphe. Je me suis juste senti libéré. Totalement et complètement libre. Si vous êtes encore à m'écouter, pourriez-vous me rendre un grand service?
S'il vous plaît, aimez cette vidéo et commentez avec le chiffre 1 ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous m'avez donné un pouce en l'air, et cela m'indique que vous m'avez accompagné tout au long de cette aventure. Votre soutien est un encouragement incroyable pour moi. S'il vous plaît, commentez simplement le chiffre 1. Et, laissez-moi vous raconter la suite. La poussière de cette explosion est retombée lentement au cours des mois suivants. Et les nouvelles des retombées me sont parvenues par bribes. À travers les commérages réticents des tantes et des cousines. Celles qui avaient finalement décidé de quel côté de la famille elles se trouvaient. L'histoire de Gary était probablement la plus pathétique. Comme Dolores l'avait hurlé, il avait bel et bien commencé à fréquenter Tiffany, la barmaid de 22 ans. Leur romance a duré juste assez longtemps pour qu'elle épuise la nouvelle carte de crédit qu'il avait eu la bêtise de prendre. Lorsqu'elle a découvert qu'il était non seulement divorcé, mais qu'il avait aussi été licencié de son emploi bien rémunéré pour violation du code de déontologie, elle s'est évaporée. Elle le laissait avec une montagne de dettes, et un bail rompu sur l'appartement qu'ils avaient loué. Aux dernières nouvelles, il était de retour dans sa chambre d'enfant, dans la maison de sa mère, Dolores. Un homme d'une quarantaine d'années dormant sous un poster de voiture de course. Les chèques de pension alimentaire, en revanche, arrivent chaque mois avec la précision d'une horloge. Je les fais virer directement sur un compte que j'ai nommé le compte Karma. La vie de Cheryl est devenue une tragédie silencieuse. Après avoir été publiquement abandonnée par Janet sur les marches du palais de justice, elle n'avait nulle part où aller. Elle a fini par devoir supplier Janet de la laisser s'installer dans l'appartement et qui sentait les chats et la tristesse. Elles vivent ensemble maintenant. Deux femmes amères, marinant dans leurs ressentiments partagés. Cheryl n'a pas pu trouver de travail dans son domaine. Le scandale l'a poursuivie. Elle travaille à temps partiel dans un magasin de chaussures discount maintenant. Dolores a mis sa menace à exécution, et la poursuit bel et bien aux petites créances. Pour l'argent que Gary a dépensé pour elle, pendant leur liaison. C'est un procès ridicule et mesquin qui n'ira probablement nulle part. Mais, c'est une source constante de stress et d'humiliation pour elle. Ma famille, telle que je la connaissais, n'existe plus. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé depuis ce jour. Elle envoie une carte d'anniversaire chaque année, signée simplement Eleanor. C'est un geste froid et formel qui dit tout en ne disant rien. Janet et Cheryl s'adressent à peine la parole, vivant comme des colocataires pleines de ressentiment. Mon père, qui est resté un observateur silencieux et passif tout au long de cette histoire, vit maintenant dans une maison remplie d'un silence tendu et misérable. C'est un paysage de cendres, et chacun d'entre eux a allumé sa propre allumette. Un soir, des mois plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que tu me détestes, mais tu as gâché ma vie et j'espère que tu es heureuse. Je savais que c'était Cheryl. J'ai simplement répondu, je le suis, en fait. Merci de demander. Puis, j'ai bloqué le numéro. Environ 6 mois après le divorce, j'ai mis la maison en vente. C'était une bonne maison, remplie de 15 ans de souvenirs. Mais, les bons étaient souillés, et les mauvais commençaient à s'infiltrer dans les murs. Le jour où le panneau vendu a été planté sur la pelouse, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Avec les bénéfices de la vente et l'argent de mon héritage, j'étais en sécurité financièrement. Totalement libéré de toute attache, pour la première fois de ma vie d'adulte. Je n'ai pas acheté une autre maison. Je me suis acheté une nouvelle vie. J'ai trouvé un appartement lumineux et moderne, dans un quartier de la ville que j'avais toujours aimé. Plein de librairies et de petits cafés. Il avait un balcon qui captait le soleil du matin. Il faisait la moitié de la taille de mon ancienne maison, ce qui signifiait moitié moins de nettoyage, et moitié moins de fardeau. Le processus de déballage a été une joie. Je ne faisais pas de place pour les affaires de quelqu'un d'autre. Je construisais mon propre bonheur. J'ai acheté un canapé jaune vif, quelque chose que Gary aurait détesté. J'ai accroché au mur des œuvres d'art que j'aimais. J'ai rempli l'espace de plantes, de livres et de musique. Lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. Non pas pour perdre du poids, mais parce que ça faisait du bien de se sentir forte. J'ai renoué avec de vieux amis. Comme Carole, qui m'avait laissé des messages vocaux inquiets. Nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner, et je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté. Elle a pleuré avec moi.
Elle s'est mise en colère pour moi, et de manière justifiée. Et puis, elle m'a fait rire à en avoir mal aux côtes. J'ai commencé à me sentir moi-même à nouveau. C'est là que j'ai rencontré Franck. Il était dans mon cours de vélo elliptique du samedi matin. Un homme avec des yeux gentils, et un rire qui plissait le coin de ses yeux. C'était un professeur d'histoire au lycée à la retraite. Il avait une passion pour les mauvais jeux de mots, et le bon café. Notre amitié a commencé par des discussions informelles après le cours. Qui se sont transformées en promenade jusqu'au café ensemble. Qui se sont transformées en dîner. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté. J'ai abattu toutes mes cartes, affreuses et chaotiques, sur la table. Je m'attendais à moitié à ce qu'il prenne ses jambes à son cou. Il a écouté toute cette folle histoire, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a souri. Eh bien, a-t-il dit. La première chose que ça me dit, c'est que tu es plus coriace qu'un vieux steak à 2 €. La deuxième, c'est que je suis très, très heureux de ne pas être Gary. Et j'ai ri. Un vrai rire, venu du fond du ventre. Nous prenons les choses lentement. C'est facile, c'est calme. C'est la relation la plus saine que j'ai jamais connue. Il m'apporte parfois du café de la petite boutique près de chez lui. Il demande toujours au barista d'écrire la Brenda préférée de Franck sur le gobelet. C'est idiot, mais ça me remplit le cœur de joie. Le mois dernier, j'ai rendu visite à Margaret pour mettre à jour mon testament. Cette copie encadrée du certificat de mariage de Gary et Cheryl à Vegas est toujours accrochée à son mur. Nous l'avons toutes les deux regardée et nous avons éclaté de rire. Je ne vis plus dans le passé. La colère a disparu. La blessure s'est estompée pour ne devenir qu'une cicatrice, qui me rappelle ce à quoi j'ai survécu. J'ai construit une forteresse ce jour-là. Non pas seulement avec de nouvelles serrures et des mots de passe modifiés, mais en moi-même. J'ai appris que je suis mon propre havre de paix. Je suis ma propre protectrice. Je n'ai pas eu la vie que j'avais prévue. Mais, j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai une vie qui est véritablement, complètement, et sans aucune excuse, la mienne. Et c'est une belle vie. Merci de m'avoir permis de la partager avec vous.